Ouais, c'est vrai que ça, ce sont des discours dont on parle, mais il n'y a pas eu amélioration des conditions de vie des citoyens. Et parce que la dette est restée et l'annulation de la dette, c'était sous des conditions où pratiquement toute l'économie a été prise en otage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à cause de 14 milliards de dollars de dettes, une dette illégitime parce que c'était des projets qui n'ont pas servi la population. Chez moi, il n'y a pas d'électricité, alors que la ligne à haute tension Inga-Chaba et le barrage d'Inga 1 et 2, ça constitue près de la moitié de la dette du Congo, mais la population n'a pas d'électricité. Le taux d'électrification au pays, soit dit selon les statistiques, est de 9% seulement. Mais alors, comment voulez-vous que la population puisse payer une dette qui n'a pas servi? Donc, beaucoup de projets n'ont pas servi. Et lorsque la Banque mondiale et le Club de Paris, sinon tous les bailleurs, ont décidé de pouvoir annuler cette dette en 2009, ce qu'ils appellent annulation, moi je pense que c'est au détriment de la population parce que les conditions qu'ils ont données, c'est les conditions où il fallait pratiquement libéraliser tous les secteurs. Donc moi j'appelle ça une prise en otage de l'économie congolaise. Parce que les conditions veulent que aujourd'hui, le gouvernement d'abord est tenu dans tous les documents d'accepter qu'on est pauvre et très endetté. Personne n'accepterait ça en Europe ou dans le monde. Et pour la dette même qui a été annulée, il y a tout un programme pour chaque pays. Il faut négocier à chaque pays pour que ces pays-là vous donnent ce qu'ils appellent faveur. Donc c'est pour vous dire que la dette reste, les conditions ne se sont pas améliorées. Aujourd'hui, la santé, l'éducation, la santé, les routes, l'agriculture, tout est dans une situation catastrophique. Et le minerai, les mines qu'on avait par exemple dans les Katanga, ces mines ont été libéralisées et les secteurs publics, les entreprises publiques qui exploitaient le minerai aujourd'hui ont vu leur espace carrément restreint ou donné carrément au privé. Donc c'est une condition qui nous met dans une situation de soumission, dans une situation, je dirais même plus que de la colonisation. Parce que maintenant, on s'impose sur le pays. Et il faut savoir qu'il est écrit même dans les documents stratégiques de croissance et de réduction de la pauvreté, les documents 1 et 2 de l'initiative PPTE, que tous les gouvernements qui devraient venir doivent se soumettre à ce programme. Vous imaginez, on élit un président ou bien un gouvernement avec un programme précis, mais ce gouvernement doit se soumettre à un programme qui a été élaboré en 2002, en 2003, en 2004, ce qui n'est pas normal. Donc on est plus dans la soumission aujourd'hui que dans une libération ou bien dans une indépendance. Oui, Inga, c'est un projet considérable. Il faudrait rappeler que le site d'Inga au Congo central, c'est dans ma province, c'est un site qui a un potentiel de près de 45 000 kilowatts. Donc 45 000 mégawatts, j'allais dire. Donc c'est la moitié du potentiel énergétique du Congo. Donc établi sur un même site. Et sur ces sites, il faut rappeler aussi que c'est là où se trouve Inga 1 et Inga 2 qui ont endetté le pays. Maintenant, le programme, avec le nouveau programme de la Banque mondiale et des institutions financières internationales, il faudrait construire sur ces sites-là, donc peut-être qu'il faudra illustrer ça à un certain moment, on devra le faire. Donc c'est construit dans le Bas-Congo, là-bas, et un barrage de 4800 mégawatts qui va être construit pour alimenter les industries en Afrique du Sud, pour alimenter les industries
vers l'Afrique du Nord, alimenter les industries qui seront vers le Nigeria pour l'Afrique de l'Ouest, et alimenter les industries qui vont vers l'Afrique de l'Est, et donc l'Éthiopie, la Somalie vers là, et amener le courant vers le Moyen-Orient. C'est ce qu'on appelle les autoroutes de l'énergie. Donc, l'autoroute de l'énergie qui va de Inga pour l'Afrique du Sud, deuxième autoroute qui va de Inga en Afrique du Nord, donc vers le Sahara, le pays vers le Sahara. L'autoroute 3 qui va de Inga, donc dans le Congo central, sur le fleuve Congo, vers le Nigeria, donc pour alimenter l'Afrique de l'Ouest, et l'autoroute qui va vers le Moyen-Orient. Et ce courant est déjà bien réparti pour Inga 3. Pour Inga 3, parce que ça c'est de manière globale pour les grands Inga, donc on va produire 40 000 MW, mais pour Inga 3 qui nous concerne maintenant, qui va vite être construit, ça sera des entreprises privées qui vont prendre des dettes et la construction va coûter à peu près 8 milliards et demi de dollars et on devra rembourser 12 milliards et demi de dollars, donc on prend 8 milliards et demi, on rembourse un total de 12 milliards. Déjà, vous voyez, l'écart est très grand, près de 4 milliards. Donc, c'est le coût de la moitié du projet. Et ça, c'est garanti par l'État congolais. Ce sont des industries, des entreprises privées qui contractent la dette, mais l'État congolais doit garantir. Et nous, notre inquiétude est que si ces entreprises n'arrivent pas à payer, donc l'État congolais doit payer, c'est-à-dire que le peuple congolais doit payer. Et pourtant, dans la répartition de cette électricité, eh bien, 2500 MW devraient aller en Afrique du Sud, donc de Inga vers l'Afrique du Sud, pour alimenter les entreprises d'Afrique du Sud. 1500 MW devraient aller vers les entreprises minières dans les Katanga, donc de Inga, dans le Bas-Congo, au Katanga. Et 1000 MW qui restent, c'est seulement ces 1000 MW qui restent que l'entreprise publique, la Société nationale d'électricité, doit payer. Donc, il paye de l'électricité à ces développeurs, à ceux qui ont construit le barrage, ces entreprises privées, et après distribuer ou vendre à la population. Et d'ailleurs, c'est bien indiqué dans le document du gouvernement qu'en cas d'étiage, en cas de déficit énergétique, comme on parle maintenant de changement climatique, où l'eau du fleuve Congo peut baisser, le niveau d'eau peut baisser, à ce moment-là, au lieu de 1000 MW, le Congo, la RDC, n'aura en réalité que 600 MW. Donc, ça, c'est un problème très sérieux pour dire que le barrage Inga 3 qui va être construit, ça ne sera même pas encore aussi pour la population. Et là, il y a aussi un élément important de voir tous ces débats qu'il y a autour de la corruption au Congo. Le gouvernement lui-même dit ça, que le budget du Congo pouvait être de 15 à 20 milliards de dollars. Mais voilà que les recettes ne vont pas dans les trésors publics, ou bien on n'arrive pas à les chercher. Le budget du Congo aujourd'hui est de 4 milliards de dollars. Alors que les investigations disent qu'on pouvait atteindre 20 milliards de dollars. Donc à cause de la corruption. Maintenant, construire un projet aussi important dans un pays où la corruption est dénoncée par le gouvernement lui-même. D'ailleurs, il y a un conseiller du président en matière de sécurité, un conseiller spécial, mais qui se plaint parce que chaque fois qu'il dépose des dossiers au tribunal, eh bien, le tribunal n'arrive toujours pas, la justice n'arrive toujours pas à sanctionner. Aussi, dans ces processus, il y a l'implication terrible de l'Afrique du Sud. Or, nous connaissons aujourd'hui ce qui se passe en Afrique du Sud, où au niveau même du président sud-africain, la dénonciation est terrible par rapport à son implication dans beaucoup de projets de corruption. Donc, c'est notre crainte qu'on retombe dans les systèmes, ces systèmes libéraux capitalistes, où on retrouve toujours dans des grands projets la corruption. Mais aussi, il y a une inquiétude. L'inquiétude est que, avec les changements climatiques, il y a eu le fleuve, le lac Tchad qui a tari, qui avait 20 000 km². Aujourd'hui, le lac Tchad, c'est un peu au nord de l'Afrique, là, le lac Tchad. Dans le Tchad, eh bien, le lac Tchad a tari et il faudra amener, il y a un projet pour prendre l'eau du fleuve de l'affluent Ubangui pour l'amener au lac Tchad.
et alimenter une partie du Sahara. Maintenant, nous nous demandons, si on amène l'eau du lac du Congo vers le lac Tchad, et s'il y a un déficit d'eau, surtout avec le changement climatique, un déficit d'eau, et que les machines ne tournent pas à Inga, mais nous risquons d'avoir un barrage sans production d'énergie. Donc, c'est aussi un problème, mais il y a aussi un problème qu'il faut quand même dire, c'est que partout en Afrique, aujourd'hui, le même programme de la Banque mondiale, il faut construire des grands barrages. On voit ça en Éthiopie, le barrage de la Renaissance. Au Mozambique, on est en train de construire un barrage. Au Malawi, on est en train de construire un barrage. Le Congo-Brazzaville venait déjà de terminer le barrage d'Imbulu. Eh bien, tous ces barrages-là qu'on construit, nous risquons de nous retrouver dans une situation comme pendant le programme d'ajustement structurel où vous avez beaucoup de café, beaucoup de cacao et les preneurs ne sont pas là. Ben voilà, nous risquons de nous retrouver dans un barrage où pratiquement sans consommateurs. Donc ça aussi c'est un déficit. Mais j'insiste sur l'Afrique du Sud pour dire qu'il y a un traité même qui est signé avec l'Afrique du Sud pour dire qu'au cas où le Congo n'est pas capable de livrer la quantité de courant voulu, donc 2500 MW, eh bien l'Afrique du Sud peut utiliser des moyens militaires pour contraindre le Congo à pouvoir payer ce qu'il aura perdu comme dommage, ce qu'il a réalisé comme dommage. Donc, c'est des choses dont on doit parler, mais de manière générale, nous, à notre avis, il y a d'autres alternatives, c'est de construire par exemple des micro-barrages, sinon pourquoi ne pas utiliser l'énergie solaire ou d'autres formes d'énergie, comme nous sommes dans une zone forestière où il y a beaucoup de déchets bio avec les arbres et tout ça. Donc voilà un peu, il y a moyen de le faire autrement. Ah oui, mais c'est clair, ça va endetter plus le pays. Donc si on doit construire Inga 1, pardon, Inga 3 avec 8 milliards de dollars, c'est de l'argent qui ne se trouve pas dans la caisse de l'État. C'est d'ailleurs pourquoi il y a cette agence de promotion et de développement du projet Grand Inga, donc, qui dépend de la présidence de la République. Et là aussi, c'est un grand débat parce qu'on se disait pourquoi ça doit dépendre de la présidence de la République au lieu que ça dépende carrément du gouvernement, simplement du conseil, peut-être du ministre de l'Énergie. Donc, ces projets-là, c'est pour voir quels sont les investisseurs qui peuvent venir. Et là, il est cité la compagnie chinoise qui gère le barrage de Trois-Gorges en Chine comme développeur, donc comme cette entreprise qui va chercher des fonds, qui va apporter le fonds, qui va construire. Et pour l'Europe, sinon l'Europe occidentale, il y a la compagnie BTP ACES qui existe en Espagne, qui va gérer tous les intérêts de l'Europe. Et cette compagnie a des problèmes. Quand vous voyez, quand vous regardez toutes les informations, c'est une entreprise qui a beaucoup de problèmes de gestion de ses finances. Donc, nous nous inquiétons pour dire ils vont s'endetter pour le compte du Congo et le Congo garantit la dette. Et s'ils n'arrivent pas à payer, mais on a vu avec la crise de la dette et surtout la crise des banques, dans tous les pays de l'Europe, aux États-Unis, toutes ces banques-là qui ont fait faillite, c'est l'État qui a renfloué les caisses. Mais nous risquons de nous retrouver dans cette dette-là qui ne nous sert pas parce que priorité, ne pas donner à alimenter, à donner l'électricité à la population congolaise, mais une fois de plus, à alimenter les industries en Afrique du Sud, en Afrique du Nord, peut-être au Moyen-Orient et vers l'Italie. Mais aussi la grande question, si vraiment il s'agissait de développement, mais pourquoi les Congo, c'est la grosse réserve de matières premières, cuivre, étain, cobalt, manganèse, coltan, cassitérite, fer. Mais pourquoi ne pas installer des usines de transformation au Congo, des usines qui fabriqueraient tous ces ordinateurs, tous ces véhicules et consorts? Pourquoi seulement on doit aller alimenter les usines en Afrique du Sud? Qu'est-ce que ça cache? Donc ce que ça cache, c'est dépouiller le Congo une fois de plus, arriver, mettre à genoux les Congolais. Donc on prend l'énergie, on prend le minerai, c'est comme j'ai toujours dit dans mes interventions,
C'est comme si on vous coupait le membre, le bras, on vous coupe le main au niveau, le pied, le membre inférieur au niveau des genoux, et après on vous dit, voilà, vous êtes libre, ça va vous libérer. Non. Donc, le Congo n'est pas encore sorti de cette situation. Et là, donc, au niveau de l'Europe, par exemple, c'est de s'interroger aussi, pourquoi, que vient faire cette entreprise espagnole dans ce projet? Quels sont les véritables enjeux autour de la présence de cette entreprise qui a déjà des problèmes, mais aussi sensibiliser l'opinion européenne pour dire, mais si on parle du droit au développement, mais pourquoi le Congo ne doit toujours que produire la matière première? Quand est-ce que le Congo va passer à l'industrialisation? S'il y a de véritables projets, programmes de développement, mais eh bien, les coltans congolais qu'on en fabrique des ordinateurs au Congo, le cuivre congolais, eh ben, qu'on en fabrique, ou le fer congolais qu'on en fabrique réellement des produits. Et pourquoi ne pas mettre le rail, le chemin de fer au Congo et tout ce qu'il faut pour les transports? Donc voilà un peu de réflexion qu'on doit faire, et à ce moment-là, on peut parler de souveraineté des États. Mais sinon, c'est un projet qui rend encore beaucoup plus le Congo dans l'esclavage, dans la dépendance, qui ne sera qu'un lieu où on vient chercher la matière première, comme elle était à l'époque de Léopold II, voilà, les voitures en Europe, mais pour faire le pneu, eh ben, les caoutchoucs, on va les chercher au Congo, on coupe les mains. Donc voilà un peu. Ça suffit, je crois qu'il faut arrêter ce genre de programme où hier c'était la colonisation, l'esclavage, la colonisation, après maintenant on nous impose la guerre avec 8 millions, 6 millions de morts, 6 millions de morts, 4 millions de femmes violées, et pour puiser le coltan, pour puiser le cuivre. Et voilà, donc la procédure, c'est qu'après la guerre au Congo, on dit, ben, maintenant il faut investir dans des projets qui vont carrément prendre tous les minéraux du Congo et toutes les ressources, l'eau par exemple, qui demain, on dit, les experts disent que demain, l'eau, ça sera la base de la troisième guerre mondiale. Et donc, c'est une ressource importante. Oui, ben, c'est un projet, simplement c'est la suite de ces projets d'initiative PPTE, l'annulation de la dette, donc le contrat de désendettement et de développement, comme on l'appelle en France, c'est-à-dire que vous payez, on devait payer la dette à la France, maintenant nous ne la payons pas, la France ne va pas prendre directement de l'argent, mais nous prenons cet argent-là, nous devons mettre ça de côté, et en accord avec la France, ou avec l'accord de la France décide, ben, la France dit que c'est avec la société civile et l'État. La France décide de mettre cet argent-là dans un secteur social. Donc là, une fois de plus, la France tient le Congo comme un bébé, comme pendant l'esclavage. Quelqu'un qui est enchaîné, quoi. Quelqu'un qui est enchaîné, c'est la France qui tire dans ces programmes CDD. Et malheureusement, très souvent, le public ne comprend pas. Donc, on est tenu à la France comme un esclave, comme un bébé. Et c'est la France qui manipule comme une marionnette qui doit dire, voilà, vous devez aller dans telle direction de développement. Donc, c'est ça les CDD, les contrats de désendettement et de développement. Mais sinon, pour d'autres pays qui ont annulé la dette, qui ont soi-disant annulé la dette, eh bien, si vous sortez de programmes qu'ils vous imposent, par exemple, dans l'agriculture, s'ils disent que nous voulons investir dans l'agriculture, libéraliser le secteur, si vous vous opposez, ils sont capables de couper le projet d'annulation de la dette pour que tu reviennes de nouveau à ta vieille dette. Parce que c'est un contrat qu'on a signé et le Congo doit respecter ces contrats à fond. Le plan national d'investissement agricole PNIA, c'est un plan qui a été conçu par le bailleur de fonds pour intervenir au Congo. Bon, c'est vrai qu'avec le gouvernement congolais, pour intervenir au Congo dans les investissements de l'agriculture. Donc ça veut simplement dire combien il faut pour le développement de l'agriculture au Congo et le développement du monde rural. C'est un plan de à peu près 5 milliards et demi de dollars, donc le coût 5 milliards et demi de dollars,
Et ben, le Congo ne dispose, selon le programme, que de 800 millions de dollars. Donc, tout le reste devait venir de l'extérieur. Nous nous disons, il y a une expression qui dit chez nous, la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. Et donc, pour vous donner de l'argent, c'est le même programme. Donc, c'est le programme où on dit, nous vous donnons des conditions. Et la condition première, c'est de pouvoir revoir la loi foncière et la loi sémencière. Donc, la sémence, en faisant allusion aux droits de propriété intellectuelle de l'Organisation mondiale du commerce, pour pouvoir avoir des semences industrielles. Et là, on favorise les industries qui produisent les semences. Or, nous savons que les semences industrielles, ce sont des semences qui répondent à des conditions. Il faut mettre beaucoup d'engrais, beaucoup de pesticides. Et tout le monde est en train de dénoncer aujourd'hui l'usage de pesticides, de produits chimiques qui rendent la santé humaine une santé très fragile, avec des maladies telles que le cancer et autres. Mais voilà, on nous met dans cette logique-là. Et la loi foncière, revoir la loi foncière, il y a la Banque mondiale, donc, dans le cadre de ce même programme, qui a initié, qui est en train de soutenir le gouvernement congolais dans la réforme de la loi foncière. Eh bien, ça veut dire simplement que chacun de nous devrait avoir un certificat d'enregistrement pour sa terre. Et il y a même une autorité qui a dit, ah oui, mais si vous avez votre certificat d'enregistrement pour votre parcelle, vous pouvez aller à la banque, accéder à un crédit et vous donner le certificat d'enregistrement comme garantie. Mais nous savons qu'il y a le changement climatique. Nous savons que les projets qui sont financés, ce sont des projets très souvent liés à l'Occident, aux manières occidentales. Et ces projets ne s'adaptent pas à nos climats. Donc, vous prenez un crédit, vous avez laissé votre titre, et quand le crédit n'a pas réussi, eh bien, carrément, on vous ravit votre parcelle. Et n'oubliez pas que les terres chez nous, ce sont des terres communautaires, ce ne sont pas des terres individuelles. Donc, là aussi, il y a notre coutume, il y a nos traditions, il y a notre culture qui est bafouée. Donc, tout ce qui nous reste aujourd'hui, ça devait être la terre agricole, parce qu'on nous a pris la forêt avec la loi forestière qu'on a imposée. On nous a pris le minerai avec la loi minière très libérale qu'on nous a imposée. L'énergie, on vient d'en parler avec la loi sur l'énergie, la libéralisation du secteur de l'énergie et tout ce qu'on impose. Voilà, tout ce qui nous reste, la terre qui pouvait encore représenter notre culture, on dit qu'il faut mettre les investissements. Donc, il y a des problèmes parce que le projet pilote qu'on est en train de lancer, c'est le parc agro-industriel. Il y en a un à Kinshasa avec 80 000 hectares. Et l'État congolais, curieusement, il donne la terre, 80 000 hectares. Il doit encore donner 80 millions de dollars à ceux qui doivent exploiter. Ben, c'est curieux. Les investisseurs viennent avec de l'argent. Et là, c'est l'État congolais qui donne de l'argent. C'est curieux. Mais sur cet espace-là, il y a 11 000 paysans qui doivent sortir, qui doivent quitter parce qu'on doit exploiter la terre, le projet agricole dans ce milieu. Et donc, ça, c'est vraiment impossible. Et c'est un projet qui s'est installé, qui pulvérise, il ne laboure pas, il pulvérise des herbicides pour couper, pour dessécher les herbes, et donc pour les tuer l'herbe, et après il pulvérise aussi l'herbicide lorsqu'il a planté le maïs sans labour. Et bien à côté, il y a des paysans qui ont leurs produits, comme tout est fait avec des avions. Eh bien, les plantes des paysans sont en train de mourir, sont en train de faner, parce que l'herbicide est sélectif, donc il ne retient, il ne laisse vivre que les plantes qui sont liées à cet herbicide-là. Donc c'est de la chimie pure et simple, alors que ce matin, je suivais les débats à la radio française où on parle de glyphosate, donc cet herbicide qui a été fabriqué par Monsanto. Bon, aujourd'hui, Monsanto est devenu allemand, ce n'est plus français, pardon, ce n'est plus américain, c'est devenu allemand, mais cet herbicide est dénoncé par tout le monde, vu les dégâts qu'il fait sur la santé humaine, mais tous les produits chimiques. Donc voilà, il y a ces projets des parcs agro-industriels, mais tous les parcs, au total, il faudra 22 parcs au Congo. Et il y a même un parc qui est prévu sur la vallée
de la Ruzizi au Kivu. Or, nous savons qu'au Kivu, il y a une forte densité de la population. Ça va jusqu'à 40 habitants ou 50 au kilomètre carré. Mais voilà, la vallée la plus riche, on va la prendre pour installer un parc agro-industriel, amener des investisseurs. Ben, c'est ça le problème. Mais je vais parler du projet concret dans ma province avec la Banque mondiale, le PDPC, ce qui est un projet d'investissement dans le secteur agricole. Donc la Banque mondiale finance ce projet, projet de développement de pôle de croissance ouest, qu'on appelle ça, avec près de 110-120 millions de dollars, où il y aura des routes qu'on doit faire, mais surtout, il dit il faut produire des semences commerciales certifiées. Et ça nous aligne à l'Organisation mondiale du commerce avec le brevet, donc le brevetage, le droit de propriété intellectuelle, c'est-à-dire avoir une semence industrielle qui répond aux normes des industries. Donc demain, les paysans vont perdre la biodiversité en matière de semences, donc perdre leur culture en semences. Mais cela est clair, parce qu'avant même d'installer ces projets, déjà dans la loi agricole, il y a dans l'exposé de motifs même, il est écrit que l'État, donc le Congolais, la loi congolaise doit s'adapter aux exigences internationales en matière de semences. Et il est écrit, il y a un article spécial pour dire que les semences doivent être cataloguées. Donc, pour dire qu'on perd de la biodiversité et c'est très grave pour nous parce que nous allons perdre nos espèces locales, nos espèces traditionnelles de semences, de plantes qui résistent aux perturbations climatiques. Or, qui résistent aux perturbations climatiques. Mais donc, voilà, nous sommes dans cette situation-là. Et donc, chez moi, il faut acheter le bouture de manioc alors que nous le prenions gratuitement chez nous. Nous nous distribuons facilement les semences. Mais dans ces projets aussi, ce qui n'est pas très lisible, c'est qu'il est écrit, il y a un troisième axe où il faudra créer une zone de libre, une zone spéciale économique. C'est-à-dire une zone de libre-échange. Donc c'est comme un paradis fiscal. C'est-à-dire qu'un milieu où on installe des industries, mais qui ne paieront pas les impôts. Oui, ils disent que vous n'allez pas, ils ne vont pas payer les impôts, mais ils vont, ça donnera de l'emploi aux gens. Ben, ça n'a toujours pas été vrai. Parce que nous savons aujourd'hui que le politique des industries, c'est d'utiliser les machines pour ramasser le produit, pour cultiver, pour extraire les huiles et consorts. Ce n'est pas les citoyens qu'on va utiliser. Et c'est clair d'ailleurs, pour les Européens, on a industrialisé l'agriculture, et bien avec les machines, les gens dans des villages, dans des campagnes, carrément, ils ont perdu leurs emplois. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces 70% de la population qui vit de l'agriculture, lorsque ce sont des machines qui travaillent? Mais qu'est-ce qu'on doit faire aussi lorsque ces gens-là perdent leur emploi, mais perdent leur souveraineté alimentaire? Parce qu'ils vont manger maintenant des produits qui ne sont pas adaptés à leurs conditions culturelles. Donc tout ça, ce sont des réflexions qu'on doit faire. Donc le projet est installé, le projet Pôle de croissance PDPC. Moi, je veux même plus loin. Ces projets-là, c'est bon, tel qu'ils les disent, ils parlent aussi de donner l'emploi. Mais quel emploi on donne? J'ai pris l'exemple, une fois j'ai discuté avec le gouvernement et le membre de la Banque mondiale, on était à Matadi pour évaluer ce projet et sinon parler de ce projet, donner un point de vue. Ce projet est à côté de mon village pour la production des semences, au centre de recherche agronomique. Il paraît qu'on a donné de l'argent au centre de recherche agronomique. Le centre de recherche agronomique produit le bouture de manioc et les semences de riz. Mais les gens, les paysans qui vont entretenir ces maniocs, c'est des journaliers. Donc à la fin de la journée, on doit donner 3 dollars au paysan qui a travaillé. Mais ces paysans-là sont restés pendant 6 mois lors de la première phase sans être payés. Un journalier qui vient travailler et qu'on ne paye pas pendant 6 mois. Après, on les a payés 6 mois après, avec beaucoup de discussions. Et on a commencé une deuxième phase où ces journaliers ont passé 7 mois sans être payés. Et la loi veut que lorsque quelqu'un a travaillé pendant plus de 3 mois, d'office, vous l'engagez. Donc c'est déjà une violation de la loi. Mais en plus, un journalier qui travaille que vous ne payez pas,
que vous ne payez pas. Mais même si on a un contrat dans une entreprise, un contrat à durée indéterminée, mais je crois que ces contrats à durée indéterminée, à la fin du mois, chacun doit avoir son salaire. Et ça va à l'encontre de tous les instruments juridiques internationaux au niveau du travail. L'OIT est là, c'est clair. Mais comment les gens ne connaissent pas ce principe de l'OIT? Et dans la constitution congolaise, il est écrit à l'article 36 que le salaire doit être un salaire qui permet à quelqu'un de vivre. Un salaire qui ne les déshumanise pas. Mais voilà, vous avez un salaire qui ne vient pas pendant 6 mois. Et pendant 6 mois-là, vous allez vivre comment? Mais voilà ces projets. Mais on n'a pas, même si l'argent a été volé, mais on n'a jamais arrêté les gens au centre de recherche agronomique. Et la collaboration entre la Banque mondiale et les centres de recherche agronomique continue. Et les gouvernements laissent faire. Mais même dans l'emploi, ces emplois, c'est des emplois fictifs. On a essayé d'analyser ces emplois. On essaye de dire, on a créé 50 emplois. Et fois 6, ça fait 300 emplois qu'on a créés. J'ai dit non. On a créé 50 emplois durant les 6 mois. Mais on n'a pas créé 300 emplois. Donc là aussi, c'est un problème qu'on doit analyser au fond. Mais au moins, nous, ça nous donne des arguments pour savoir que le projet de la Banque mondiale reste toujours problématique et on doit ouvrir largement les yeux pour surtout nos paysans parce que ça casse notre agriculture. Oui, il faut le dire que les résistances existent au pays. Par exemple, chez moi, aujourd'hui, où je suis en train de vous parler, il y a des paysans qui sont en train d'occuper les terres du centre de recherche agronomique. Le centre de recherche a pris des terres depuis 1934-1936, en pleine colonisation. C'était un centre de recherche belge pour la colonisation. L'indépendance est devenue un centre de recherche du pays. Près de 2000 hectares. Est-ce qu'on va faire l'agriculture sur 2000 hectares? Non. Les centres de recherche, aujourd'hui, les paysans doivent aller se faire métayer au centre de recherche. Donc, les anciens propriétaires des terres deviennent des esclaves sur leurs propres terres. Et donc, là, ils occupent les terres. Malheureusement, on les a arrêtés. Bon, il y en a 2 qui ont été libérés. Donc, c'est des résistances d'occupation des terres comme on l'a vu au Brésil. Comme on l'a vu au Brésil, chez le mouvement des sans-terres qui occupent les terres, c'est la même chose. La Givel, la compagnie Gilles Van Lancker, belge, qui aujourd'hui a changé de nom Sogenac, cette compagnie belge est installée chez nous depuis 1923-1924. On n'a même pas rétrocédé 1 cm². Et bien là aussi, il y a des mouvements de résistance qui font que la population occupe la terre. On a un grand exemple de Madame Maman Marie-Josée qui est dans le village Kinsala, à côté du siège de la Givel, donc à Kolofuma, qui mène des grandes résistances avec des jeunes qui occupent les terres. Et cette femme, malheureusement, a été emprisonnée plus de 5 fois à la prison centrale de Mbanzangungu. Mais elle continue le combat, la résistance, et il y a des points de terre qui ont été occupés. Bien sûr que maintenant, le gouvernement est passé avec des inspecteurs de l'agriculture, avec le chef des secteurs, donc l'autorité locale, pour dire ah ben, tous ceux qui ont pris les terres de la société Givalanker doivent quitter parce qu'on force. Parce que ce qu'ils font quand vous occupez les terres, quand ils viennent, ils mettent un enclos et ils entrent le bête, sinon carrément ils labourent avec les tracteurs. Ça, c'est une destruction méchante. Donc, il y a des mouvements de résistance là-dessus. Et aussi pour l'occupation, par exemple, des terres avec, dans le parc naturel, à Kaouzi-Biega par exemple, ou bien dans le parc de Virunga, il y a beaucoup de résistances qui font qu'aujourd'hui, le paysan entre dans le parc de Virunga pour récupérer les terres. C'est vrai que la répression est terrible et parfois même mortelle, mais voilà les différentes résistances qu'il y a. Nous résistons à travers un groupe, un petit groupe, une association paysanne, un groupe de réflexion et d'appui à la promotion rurale, mais nous nous occupons de l'éducation au développement. Sinon, diffuser toutes les informations qu'il faut sur le droit qu'ont les citoyens, les droits constitutionnels qui veulent que les citoyens puissent, selon la Constitution, l'article 57, l'article 58, où les richesses nationales doivent être redistribuées et l'État
et a le droit, le devoir de garantir cette redistribution des richesses. Et donc, nous expliquons à la population ces articles de la Constitution. Et d'ailleurs, dans cette même Constitution, dans les mobilisations, les sensibilisations, l'éducation que nous menons, c'est-à-dire que nous avons l'article 56 qui veut que lorsque le gouvernement signe un accord qui va à l'encontre des intérêts de la population, l'article 56, eh bien, celui qui a signé cet accord doit être traduit en justice pour haute trahison. C'est l'article 57 de la Constitution. Donc voilà un peu, nous tablons sur ces éléments. Même l'article 58, il dit au-delà que les richesses nationales doivent être redistribuées et l'État doit garantir cette redistribution et garantir le droit au développement. Le droit au développement, c'est un instrument juridique des Nations Unies qui veut qu'une population soit souveraine de ses richesses nationales et que le programme de développement doit être défini par la population et non tel qu'on est en train de le voir aujourd'hui. C'est le G20, Angela Merkel qui dit là-bas, oui, il faut un plan Marshall pour le développement de l'Afrique, mais les investissements doivent venir de l'Occident. Non, mais on décide un plan de développement en Allemagne parce que le G8 a décidé et la Banque mondiale a décidé. Sinon, c'est la coopération l'USAID en Amérique qui décide. Sinon, c'est Bill Gates ou la fondation Bill Gates qui décide, ou bien c'est l'Union européenne. Ça, ce n'est pas le droit au développement. Donc, je pense que nous devons prendre ces instruments et nous les prenons, nous les vulgarisons, ces instruments juridiques internationaux pour dire il faudrait réellement que tout le monde respecte ces instruments juridiques internationaux. Et pour la dette, comme c'est écrit là, nous ne devons rien. Nous ne devons rien. Et moi, je crois que les réparations doivent être là. Le Congo a été pillé. Avec Léopold II, on a coupé les mains. Ça, c'est une dette terrible. On a coupé les mains, on a pillé le Congo pendant la colonisation. Et voilà, maintenant, on est en train de refaire la même chose. On va même il faut parler même de la dette écologique dans la mesure où toutes ces exploitations minières, l'or par exemple, le mercure, quels sont les dégâts causés par le mercure? Quand vous allez là où on exploite le produit radioactif qui permettent les coltans par exemple pour faire les ordinateurs et tout cela, mais ce sont des produits radioactifs où vous avez aujourd'hui des femmes avec des enfants qui naissent avec 5 pieds, avec 4 bras, 5 bras, avec des têtes déformées. Donc cette dette écologique, il faudrait aussi qu'on en parle, les dégâts causés. La dette sociale qui fait qu'aujourd'hui vous avez des femmes qui vont accoucher parce qu'elles n'ont pas pu payer la dette, les factures de la maternité sont prises en otage pendant 8 mois. Mais on trouve ça normal? Non. L'éducation de nos enfants aujourd'hui, on est incapable de prendre en charge l'éducation de nos enfants. Mais nous travaillons, nous sommes paysans, nous travaillons, nous produisons le maïs, nous produisons le fruit et consorts. Mais simplement parce que le marché, ça aussi, il faut en parler. Avec ces accords de libre-échange qu'on nous impose. Parce qu'on a carrément libéralisé le secteur de l'agriculture. Le maïs vient avec le programme alimentaire mondial, le PAM, et on demande à ceux qui distribuent le maïs chez les réfugiés rwandais, ougandais, soudanais, centrafricains, on leur demande pour leur administration de vendre 10 ou 20% de ces produits-là. Et quand ça arrive sur le marché, ça casse le prix. Vous avez Wilkie, l'abattoir Wilkie qui amène ses poulets au Congo. Nous ne savons pas vendre notre poule au prix réel. Eh bien, ça casse, ça décourage les gens. Donc, vous avez la viande qui vient de partout. Ça vient même du Brésil. La viande, ça vient même de l'Argentine. Et curieusement, j'ai vu dernièrement l'Allemagne qui a amené la peau des porcs, des cochons au Congo avec toute la graisse que ça comporte. Donc voilà, toutes ces mesures-là, ce sont des mesures à bannir et on doit en parler parce que ça fait la mort des Congolais et tout ça, c'est lié à la dette du Congo. Merci beaucoup, Victor, et courage à toi et aux militants qui sont autour de toi dans ces combats. Oui, les combats continuent. Merci. Les combats continuent.